Le tour d'après reste bien sûr celui de la victoire pour les partisans du Brexit, mais le goût de la défaite est bien amer pour les autres. Réveil troublé pour une partie de la Grande-Bretagne qui s'interroge sur ce choix qui s'est affiché à la une du monde entier. Et certains rêvent même de changer le cours des choses. Le Parlement s'est ainsi vu adresser une pétition qui a déjà rassemblé, je vous le disais, plus de 2 millions de signatures. Leur souhait, obtenir un nouveau vote. Mathieu Boisseau. Pour sa première apparition depuis l'annonce de sa démission à l'automne, David Cameron est resté impassible, visage fermé, lors de cette parade militaire. À l'image du Premier ministre, le camp des pro-Europe est toujours sous le choc. Cet après-midi encore, certains manifestent à Londres, devant le Parlement de Westminster. Pas au nom de Londres, scande-t-il, pour rappeler que la capitale a voté à près de 60% contre le Brexit. C'est juste horrible. Horrible, on a fait du Royaume-Uni la risée du monde entier. D'autres réclament même l'annulation des résultats et un second vote. Sur Internet, cette pétition lancée hier rassemble déjà près de 2 millions de personnes. C'est comme un deuil. Je crois que les gens ne savent pas pourquoi ils ont voté. Et que ce référendum a été bâti sur des mensonges. Et des mensonges, il y en a eu. Même l'un des chefs de file des pro-Brexit le reconnaît désormais. Pendant la campagne, son camp avait martelé jusque sur leur bus que les 350 millions de livres versés chaque semaine à l'Europe iraient au système de santé britannique. Une promesse intenable, selon le leader nationaliste, Nigel Farage. Les 350 millions de livres que nous envoyons chaque semaine à l'Union européenne, seront-ils vraiment utilisés pour améliorer nos services sociaux? Non, je ne peux pas le garantir et je ne ferai plus ce genre de déclaration. C'est une des erreurs de notre campagne. Des interrogations et des regrets, mais la presse britannique le rappelle, plus de 17 millions d'électeurs ont voté démocratiquement pour le Brexit. Amertume d'un côté, succès démocratique revendiqué de l'autre. La victoire du Brexit a été claire dans les urnes. Qui sont celles et ceux qui ont fait ce choix? Eh bien, selon les résultats, ils sont plutôt ruraux, banlieusards, peu diplômés et assez âgés. Un vote qui exprime un mécontentement et même pour certains un rejet pur et simple de l'Union. Alors qu'entendent-ils faire de leur victoire direction le nord de l'Angleterre? Stéphanie Pérez et Soigny Thiebaud. À l'entrée de cet ancien village minier, le ton est donné. Ici, le non à l'Europe, le Leave, l'a emporté à 68%. Des rues quasi désertes, des bâtiments abandonnés. Partout, les stigmates de la désindustrialisation. Face aux critiques nombreuses du reste de l'Europe, cet éducateur pour jeunes en difficulté revendique son choix. Depuis qu'on a adhéré à l'Europe, il n'y a plus rien ici. Les mines ont fermé, la pêche s'est effondrée. Ça fait 3 générations qui n'ont plus de boulot. Et les partisans du oui à l'Europe nous disaient « ça va être pire si on sort, il y aura plus de pauvreté, mais ça ne pourra pas être pire ». Dans la rue d'à côté, Ralph tue le temps en jouant de la guitare. Il multiplie les petits boulots. Et pour lui, c'est un vote de rejet qui était nécessaire. Bruxelles et notre gouvernement, qu'est-ce qu'ils font pour les gens? Rien. Le chômage ici est énorme. Les aides sociales sont coupées. On a des difficultés à accéder aux services sociaux. L'austérité, l'austérité. Pourquoi? Parmi tous ceux qui ont voté massivement pour le non à l'Europe, il y a toute cette classe ouvrière qui se sent abandonnée, mais aussi de nombreuses personnes âgées qui ont le sentiment, elles aussi, d'être laissées pour compte. Et on les retrouve sur le marché de la ville voisine, en ce samedi où chacun commence à tirer les leçons du vote. À 75 ans, John Wright, ancien commercial, vend des beignets. Et lui aussi récuse les critiques. Vous en France ou en Allemagne, vous ne voyez pas tout ce qui se passe ici. Soyez réalistes. J'ai seulement 500 € de retraite. Et tous les immigrés qui viennent ici, ils touchent plus d'aides que moi. Pour Nancy Weeks, 78 ans, la vendeuse de gâteaux faits maison qui a connu l'après-guerre, l'Europe était une erreur. Pourquoi on devrait être gouverné par les autres, qui nous disent quoi faire? On s'en sortait bien tout seul avant. Eh bien là, on recommence. Dans cette région du nord-est de l'Angleterre, pas question de contester le résultat du vote. Il est clairement assumé.
De son côté, la France, par la voix de Jean-Marc Ayrault, souhaite désormais qu'un nouveau Premier ministre britannique soit en tout cas désigné rapidement. On reviendra sur cette accélération souhaitée du calendrier. Alors, qui pourrait succéder à David Cameron, qui a fixé au mois d'octobre prochain son départ? C'est le tonitruant maire de Londres, Boris Johnson, qui pour le moment tient la corde. Mais il va falloir qu'il compose, et ce n'est pas tout à fait dans ses habitudes. Loïc Delamornay, Anto Filippi. Durant ses 8 années à la mairie de Londres, Boris Johnson a amusé la galerie, séduit les habitants et ravi les médias. Avec sa mèche savamment orchestrée en bataille et ses punchlines, ses phrases chocs qui ont fait mouche durant la campagne qu'il a menée en faveur du Brexit. Une partie de l'argent que nous envoyons à Bruxelles sert à financer les corridas. Vous pensez que les contribuables britanniques doivent payer pour les corridas espagnoles? Et quand il venait frapper en cycliste débonnaire à la porte de son camarade d'Oxford, David Cameron, tout le monde comprenait qu'il escomptait bien un jour que cette porte devienne la sienne. Alors hier, il aurait dû apparaître en vainqueur souriant, successeur naturel de David Cameron, mais à la sortie de son domicile, le comité d'accueil était carrément hostile. Après les huées et les sifflets protégés par la police, l'ancien trublion a tenu un discours d'une inhabituelle gravité, comme s'il comprenait que la partie n'était peut-être pas encore gagnée. Ce vote ne signifie pas que le Royaume-Uni sera désormais moins uni. Et cela ne signifie pas non plus qu'il sera moins européen. Je veux spécialement rassurer les jeunes qui pourraient croire que cette décision coupera les ponts et nous mènera vers plus d'isolement. Ces derniers jours, les internautes et la presse ont exhumé cette interview qui date d'il y a 3 ans. Que voteriez-vous s'il y avait un référendum sur l'Europe? Je voterai pour rester dans le marché commun. Je veux en être, je veux que nous puissions commercer librement avec nos amis européens. Devenu anti-européen par calcul, Boris Johnson n'entrera peut-être pas si facilement au 10 Downing Street. Un correspondant et son parapluie. Bonsoir Loïc Delamornay. Loïc, de nouvelles législatives ne sont pas nécessaires selon le système britannique pour désigner un nouveau Premier ministre, mais elle pourrait bien faire figure de référendum bis pour fixer le mandat du nouveau locataire du 10 Downing Street. Oui, Laurent, tout le monde a prédit un avis de tempête sur Westminster. Effectivement, techniquement, le Parti conservateur va tout simplement nommer un nouveau chef qui pourrait devenir mécaniquement le nouveau Premier ministre. Et à part le fait qu'il n'aura pas été élu directement par le peuple après des élections générales. Ça, c'est tout à fait possible. Le vrai problème, c'est le Parlement, l'Assemblée, en tout cas la Chambre des communes que vous voyez juste derrière moi. 75% des députés britanniques, tous bords confondus, ont voté, ont appelé à rester dans l'Europe. Ils sont donc en décalage flagrant avec ce qu'ont décidé les électeurs britanniques. On voit mal comment il n'y aurait pas à terme de nouvelles élections. Au point même que certains députés imaginent aujourd'hui pouvoir contrecarrer, ça a été leur mot, les résultats de ce référendum qui n'est juridiquement pas contraignant. Revenir sur ce référendum, ça paraît évidemment politiquement inenvisageable. En tout cas, effectivement, il semble bien que les conséquences pour le Royaume-Uni ne soient pas forcément économiques comme on l'avait imaginé, mais bien des conséquences d'une implosion politique et territoriale également. Merci beaucoup Loïc. On va rester à Londres afin d'écouter ce que pensent de cette situation les Français qui vivent sur place. Sont-ils inquiets? Forcément, avec ce choix du peuple britannique, leur statut va changer. Reportage Fanny Stenner, Stéphane Guimau. Avant de passer la commande, des mots d'amour de ses clients anglais. C'est bien ce dont a besoin ce restaurateur français installé depuis 32 ans à Londres. Arrivé à l'âge de 21 ans, Thierry Boudelot a gravi les échelons un à un. De commis, il est devenu patron. Toute sa vie est ici en Angleterre. Alors le Brexit, c'est un séisme pour lui. Vous désirez du vin? Et il a besoin d'en parler. Comme à cette tablée d'expatriés, installés eux aussi depuis plusieurs années à Londres. Je pense que dans le quartier, tout le monde est très nerveux et abasourdi. Comment je me sens? Comme tout le monde, complètement désabusé et tout le monde est sonné, quoi. Tout ce qui est importation, voilà, tout va augmenter, donc les prix vont augmenter. Voilà. Et il s'interroge aussi sur la venue des touristes. Le problème, c'est que si les touristes doivent avoir un visa pour venir à Londres, est-ce que les gens feront l'effort? Je ne sais pas. Plus de 300 000 Français vivent à Londres, qui est aussi surnommée la 6e ville de France. Un de leurs plaisirs, la balade à Hyde Park le week-end, à 2 pas de la résidence londonienne de Kate et William. Cette mère de famille est installée depuis 6 ans ici.
Depuis l'annonce du Brexit, elle se demande tout simplement si cette vie-là est terminée. Il n'y avait pas de plan pour rentrer et l'idée c'était vraiment de continuer ici. C'est là qu'on a notre travail, c'est là que les enfants vont à l'école, c'est là qu'on vit et qu'on aime vivre. Autre interrogation, son travail. De mon côté, du coup, j'aurais aimé changer de travail, mais ça pose la question de savoir est-ce que les entreprises vont maintenant accepter d'embaucher des gens qui viennent de pays européens. Avant c'était hyper facile. Un peu plus loin, ce groupe d'étudiants se pose lui aussi beaucoup de questions. Jusqu'à présent, faire ses études à Londres était un rêve pour les Français. Pour moi, personnellement, je me suis un peu inquiétée au niveau du prix de mon parcours universitaire. Comment ça va changer? Ça va probablement augmenter pas mal. Aussi, au quotidien, la vie au quotidien, apparemment, tous les produits qui viennent d'autres pays d'Europe seront probablement plus chers aussi, alors que la vie à Londres est déjà assez chère comme ça. Depuis hier, les Français de Londres se posent des questions très concrètes sur la pérennité de leur travail ici, sur le coût de la vie, sur les retraites aussi, où des équivalences avec la France existaient jusqu'à présent. Autant de questions que ces expatriés vont se poser encore pendant de longs mois. Et sachez que l'Écosse, qui avait voté à plus de 60% contre le Brexit, souhaite aujourd'hui, par la voix de son Premier ministre, organiser très vite un nouveau référendum qui proclamerait son indépendance et qui lui permettrait de rester dans l'Union européenne. Interrogation en Grande-Bretagne et volonté d'afficher politiquement une forme de fermeté côté européen. Je vous le disais, la France a déjà réclamé qu'un nouveau Premier ministre soit désigné rapidement. C'est à Berlin que les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs se sont réunis. Ils ont également affirmé que Londres devait organiser, désormais engager très vite les réformes. L'heure de l'analyse. Étienne Lénart, on a envie d'en savoir un peu plus sur la stratégie européenne face à ce Brexit. Cette sortie de l'Europe doit-elle se faire vite, très vite, ou plutôt sereinement? Écoutez, Laurent, les Européens, même si Angela Merkel a déjà mis un bémol aujourd'hui, affichent plutôt la volonté d'aller vite et d'aller fort. Un négociateur pour le Brexit a déjà été nommé aujourd'hui, c'est un diplomate belge. Et puis, comme c'est la Grande-Bretagne qui doit prendre l'initiative d'une demande de sortie, eh bien l'Europe dit à David Cameron, n'attendez pas, s'il vous plaît, le mois d'octobre pour vous faire remplacer par celui ou par celle qui deviendrait le Premier ministre du Brexit. Alors pourquoi aller vite? D'abord pour ne pas donner l'image, une fois de plus, j'allais dire, d'une Europe paralysée, impuissante, et ensuite pour que d'autres pays, sous la pression de leur opinion publique, ne s'engouffrent pas dans cette tentation du référendum. On peut malgré tout envisager un calendrier. Apparemment, vous allez me répondre que non. C'est incroyablement complexe. Un seul exemple, par exemple. Le transport aérien, dans un Royaume-Uni potentiellement en dehors du marché unique européen, la fameuse compagnie aérienne low cost qui est basée en Grande-Bretagne et qui veut ouvrir une ligne Newcastle-Carcassonne à prix cassé, eh bien pour elle, ça devient impossible. Alors tout ça s'organise, ça se négocie. Il y a comme ça, Laurent, 80 000 pages. 80 000 pages d'accords commerciaux, de textes de loi qu'il va falloir potentiellement détricoter. Durée estimée du détricotage, une petite dizaine d'années. Merci Étienne. À Paris, parallèlement, François Hollande a reçu les différents dirigeants de la classe politique française. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct du Palais de l'Élysée. Maryse, outre le dossier de Brexit, le président de la République a accueilli également aujourd'hui un certain nombre de candidats à sa succession. Oui, Laurent, certains des leaders politiques reçus aujourd'hui sont ou envisagent d'être candidats à l'élection présidentielle. Cette cour de l'Élysée est donc devenue une sorte de vaste tribune, chacun y préconisant sa solution pour sortir de cette crise et personne n'étant vraiment d'accord. Nicolas Sarkozy propose par exemple un nouveau traité pour préserver les frontières de l'Europe. Quant à Marine Le Pen, elle préconise un référendum en France pour sortir de l'Union européenne. Quant à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il s'est dit consterné après son entrevue avec François Hollande qui, selon lui, ne proposerait que du bricolage. François Hollande qui affiche ce soir une priorité réglée au plus vite, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et c'est précisément ce dont il est en train de parler ce soir avec Matteo Renzi, puisque le chef du gouvernement italien dîne ici ce soir à l'Élysée. Merci Maryse. Observons maintenant l'une des conséquences potentielles de ce Brexit. Direction Calais. Question simple, la frontière franco-britannique va-t-elle changer? Ici, c'est la question des milliers de réfugiés qui apparaît. Le président de la région, Xavier Bertrand, a déjà fait savoir qu'il souhaitait renégocier les accords existants. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. Des postes de contrôle à la fois français et anglais,
Bienvenue à la frontière britannique, en plein cœur du port de Calais. Alors là, vous êtes juste à l'emplacement des contrôles des voitures, des touristes, et vous avez juste derrière nous le contrôle des passeports par les Britanniques, ce qui veut dire que si la frontière est replacée en Angleterre, ces contrôles se feront en Angleterre. Nous nous contenterons de faire, comme aujourd'hui, les contrôles des passeports français. Une frontière fixée ici par les accords du Touquet en 2003. À l'époque, un moyen pour le Royaume-Uni de lutter contre une trop forte pression migratoire. En échange, il s'engageait à financer sa sécurisation. Des mesures qui ont sérieusement freiné les passages clandestins de migrants en Grande-Bretagne. Calais est devenu un cul-de-sac. Pour beaucoup, ce Brexit, c'est l'occasion de renégocier les accords du Touquet. Cela pourrait impliquer un déplacement de la frontière et donc des contrôles outre-Manche. Nos amis britanniques ont voulu reprendre leur liberté, alors ils reprennent leurs frontières. Et on arrête aujourd'hui de gérer la question des migrants à Calais pour les Anglais, alors que c'est à eux de le faire. En mars dernier, avant même le Brexit, les premiers signaux étaient venus du chef de l'État lors d'un sommet franco-britannique. Mais ça aura des conséquences, y compris sur la manière de gérer les situations dont on vient de parler en matière de migration. Il y aura des conséquences. Il n'y a pas de choix où il n'y ait pas de conséquences. Et la première d'entre elles, pour Emmanuel Macron, le départ des migrants de Calais, c'est en tout cas ce qu'il déclarait dans une interview au Financial Times. Le jour où cette relation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sera rompue, les migrants ne seront plus à Calais. À Calais, les migrants sont toujours là, dans la jungle. 4500 au dernier recensement de la préfecture. Autour d'un camion Wi-Fi, un groupe de Soudanais vient aux nouvelles. Ce Brexit leur pose beaucoup de questions. Si les Britanniques sortent de l'Europe, il se pourrait qu'ils changent leur politique pour les migrants. Si j'arrivais à passer, ils pourraient maintenant me renvoyer directement dans mon pays d'origine. Repousser la frontière vers les côtes anglaises, c'est techniquement possible puisque le traité du Touquet prévoit une clause de dénonciation. Ce matin pourtant, le porte-parole du gouvernement indiquait que le Brexit n'entraînerait pas de modification des traités bilatéraux. Autre question, celle qui concerne les touristes européens et notamment français qui se déplacent en Grande-Bretagne. Idem pour les salariés, les étudiants. Question-réponse avec José Blanc-Lapierre, Benjamin Bonte et Guillaume Marc. Voyage, travail, études, qu'est-ce qui pourrait changer pour les Français qui se rendent au Royaume-Uni? Faire du tourisme risque d'être plus compliqué. Pour l'instant, seule une carte d'identité est nécessaire. Avec le Brexit, les voyageurs français pourraient avoir besoin d'un visa touristique. Mais aussi d'une assurance maladie, la carte de santé européenne n'étant plus valable. En revanche, avec un pouvoir d'achat plus fort, les séjours et le shopping à Londres pourraient attirer les foules. Surtout en ce moment, parce qu'avec la livre qui se casse la figure, il faut y aller vite. Ça pourrait permettre de peut-être y aller plus souvent. Ouais. Travailler au Royaume-Uni pourrait nécessiter également un visa et peut-être un permis de travail. Faire des affaires demanderait beaucoup de tracasseries administratives. Cet employé de banque à Londres craint même pour son salaire. Où les gens pourraient avoir des difficultés à rester, à avoir ne serait-ce que les mêmes niveaux de salaire si jamais il y a des vagues de licenciements dans les banques. Séjours linguistiques et études au Royaume-Uni risquent de coûter beaucoup plus cher. Mais Brexit ne veut pas forcément dire fin du programme d'échange universitaire Erasmus. En effet, il suffit que les Britanniques mettent la main à la poche comme la Norvège pour que rien ne change. Le Royaume-Uni peut décider de continuer à vouloir faire bénéficier sa population du programme Erasmus. Dans ce cas, il a la possibilité d'adhérer contre une cotisation à ce programme et de continuer à en faire bénéficier sa population. Tous ces changements n'interviendront pas avant plusieurs années, le temps qu'Européens et Britanniques négocient. Dans le reste de l'actualité,